Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe toujours. On est sur le CTF Team, un CTF de difficulté easy. C'est un CTF alors là de ce qu'ils disent qui est beginner friendly, donc adapté aux débutants. Boot to root machine, ok. Donc on est parti, j'ai démarré la machine à l'instant, enfin juste avant de commencer le record. Ok, donc ils nous disent hey tout le monde, c'est ma première box. Elle est destinée aux débutants. Comme je vois souvent des box qui sont easy mais qui sont souvent un peu difficiles. Donnez 3 à 5 minutes à la box, enfin à la box pour démarrer. Il y a plusieurs manières de route la machine. Hein. Une est inattendue, c'est-à-dire c'est pas la manière attendue, mais c'est juste une autre manière d'apprendre. Alors je pense savoir ce que ça va être. Created by. À mon avis c'est l'exploit PwnKit. La vulnérabilité avec pkexec là. Du coup, déployer, oui, on a déployé la machine, flag. Et du coup on a un flag user à récupérer, un flag root, et on a deux indices qu'on va essayer de pas regarder. Hein. Bon, normalement on devrait pas avoir trop de difficultés étant donné que c'est un CTF easy. Donc je vais mettre ça de côté. Je me suis connecté au VPN, j'ai créé un répertoire, etc. comme d'habitude, hein. J'essaie de rester un minimum organisé. Je vais commencer par un scan nmap, 10.10.163.186, un scan agressif de tous les ports. Ça on change pas, hein. Hop. Bon alors le scan nmap vient de se terminer, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Hein. On a 3 ports ouverts, donc le port 21 pour le service FTP. Il me semble qu'il n'y a pas de gros exploit pour cette version. Le port 22 pour le service SSH, on a OpenSSH 7.6p1. Bon ça j'ai l'impression que c'est très souvent la même version, toujours pour Ubuntu, donc là encore une fois rien de très intéressant ici, mis à part le fait qu'on sait que la machine est sous Ubuntu. Le port 80, donc pour le service HTTP, on a Apache HTTPD 2.4.29 pour Ubuntu. Alors là pareil, pour cette version, je pense pas qu'il y ait une RCE ou autre dans mes souvenirs. Bon ok. Bon, visiblement, a priori, sur le service FTP, on n'a pas le login Anonymous qui est activé, normalement, sinon Nmap nous l'aurait dit. On peut vérifier quand même dans le doute, mais normalement Nmap se trompe pas là-dessus. Puisqu'avec en fait, quand on fait un scan agressif, je l'avais déjà dit une fois, ce qu'il fait Nmap, c'est qu'il scanne les ports ouverts, il scanne les versions des services, mais en plus, il exécute des scripts, par exemple, pour le service FTP, vous voyez, il va vérifier si le login Anonymous est activé ou pas. Ça, c'est un script qui va faire ça, qui s'exécute tout seul quand on va utiliser un scan agressif. Donc normalement, il est censé nous le dire, mais on va vérifier quand même hein, pour en avoir le cœur net. Anonymous. Oups, excusez-moi, je suis fatigué. N'importe quel mot de passe, et voyez, ça ne marche pas, login incorrect. Voilà, donc je pense qu'on va juste aller énumérer le port 80. Je vais lancer un scan GoBuster, je sais pas si ça va être nécessaire. Donc GoBuster dir-u http://10.10.163.186/-w /usr share wordlist dir-b, et on va utiliser la wordlist big.txt. Allez, voilà. On va changer un peu. D'habitude je commence par la wordlist common.txt en général, ou par les wordlists de dirbuster. Mais la wordlist big.txt de dirb est plutôt légère, donc elle trouve des choses assez intéressantes parfois, donc je commence à prendre l'habitude d'utiliser ça là d'abord en fait. Bon, on n'a rien trouvé avec GoBuster. On va aller chercher à la main. Je vais juste lancer un scan GoBuster basique pour voir si on trouvait rapidement des choses utiles. Si je trouve rien à la main, je lancerai un scan avec une autre wordlist. Ok, donc on est sur la page d'accueil par défaut de Apache 2 pour Ubuntu. Donc je pense qu'on va rien trouver d'utile ici. Hein. Donc je vais lancer un scan GoBuster avec une autre wordlist. Je vais utiliser une wordlist un peu plus large quand même. Directory list 2.3 medium, voilà, c'est une wordlist quand même beaucoup plus large. Donc on va voir si on trouve quelque chose avec cette wordlist. Si on trouve toujours rien, il faudra peut-être qu'on cherche avec des extensions de fichiers, .php, .html entre autres. Bon alors on n'a toujours rien trouvé avec cette wordlist, hein. Donc on va essayer une autre wordlist encore, sinon là je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Je vais essayer une wordlist de seclist, discovery web content, alors c'est la wordlist common.txt, si je me trompe pas, voilà c'est ça. Bon écoutez, c'est plutôt étonnant, on trouve toujours rien. Je vais essayer quand même d'ajouter des extensions, parce que ça me paraît quand même... ça me paraît étonnant. Ok, alors en fait, ouais bon ça je sais pas d'où on pouvait le savoir du coup. Il fallait ajouter team.thm, je vais vous montrer. Il fallait ajouter team.thm dans le fichier etc host. Alors ça pour le deviner... alors peut-être c'était dit, j'ai relu hein, dans le doute, mais non, ils en parlent pas. Et il n'y a pas de service DNS ni rien, donc je sais pas comment on aurait pu deviner ça. Mais en fait, il fallait, dans le fichier /etc/host, renseigner l'adresse IP donc, de la machine, et dire qu'elle correspond du coup au domaine team.thm. Au nom de domaine team.thm. Ouais, donc fallait le deviner quand même. Hein.
Enfin bref, du coup, on a un site ici, c'est pour ça qu'on trouverait en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant sur cette page, hein, honnêtement. Si je vais dans la console, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant affiché? Non. Main.js, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien d'intéressant toujours. Bon, je vais réessayer un scan GoBuster du coup sur team.thm. Pardon, je suis fatigué. Dire-u http team.thm /w /usr share wordlist -b pig.txt. Ok, on va voir si on trouve des choses utiles. Bon, on a un répertoire assets, c'est pas très intéressant. C'est le répertoire où sont stockées justement les images et tout ça, les ressources de ce type là. Bon, c'est pas très. On a un répertoire images aussi. On a un fichier robots.txt, un fichier script. Ok, on va aller voir ça. On va aller voir dans script. On n'y a pas accès, ok. Ah non, c'est assets, on n'a pas accès. Script, on n'y a pas accès non plus. Et robots.txt, on va voir ce qu'il y a. Robots.txt, Dale. Ok. Potentiellement, ça ressemble à un nom d'utilisateur, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça fout dans le fichier robots.txt? Alors, ça, aucune idée, ça, c'est pas censé être là, mais ok, pourquoi pas. Bon, je vais noter ça quand même, hein, quelque part, mais ça servira peut-être plus tard. Mais bon. Peut-être que c'est un nom d'utilisateur pour le FTP. Et vous savez quoi? On va essayer de brute force le FTP avec l'utilisateur Dale. On peut avoir des surprises. Hein. Rock.txt 10.10.163.186 FTP. Bon, en général, le brute force, je préfère l'utiliser en dernier recours. Oh, pardon, excusez-moi, c'est -L. Excusez-moi. C'est -L pour le nom d'utilisateur. Ouais, non, mais je vous dis, je suis vraiment fatigué, je suis complètement décalé. En plus, je suis en retard pour les vidéos parce que je tourne les vidéos. En fait, les vidéos, je les prépare une semaine, la semaine d'avant, en fait. C'est-à-dire, quand vous avez une vidéo qui sort sur la chaîne, elle a été tournée, montée, etc. la semaine d'avant. Je suis un peu à la bourre là. C'est-à-dire qu'on est jeudi et j'ai aucune vidéo prête pour la semaine prochaine. Bon, je vais laisser le brute force tourner. J'espère que ça va pas faire trop bugger la machine en face. En attendant, ce que je vais faire, on va essayer d'énumérer les sous-domaines ou plutôt, du coup, c'est pas vraiment des sous-domaines puisqu'il n'y a pas de service DNS là. C'est plutôt les virtual hosts, les hôtes virtuels qui sont présents sur la machine cible. On va essayer de les énumérer. Donc pour ça, on va utiliser GoBuster, vhost. Je crois que c'est ça, vhost sans S. Et je vais faire -h pour avoir une aide. Ok, donc, parce que je l'utilise pas très souvent ça. Alors du coup, append main domain from URL to words from wordlist. Alors ça, faudra qu'on l'ajoute comme option. -domain. Bon, alors on va faire -u http ://10.10.163.186 / c'est tiré ou -domain? -domain. Le domaine c'est team.thm, la wordlist /usr share wordlist seclist discovery DNS, et on va utiliser subdomains top 1 million, on va utiliser la plus petite wordlist, et on va rajouter l'option append domain. Ah, et regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé, bon, www.team.thm, c'est peut-être l'équivalent de ce qu'on avait déjà visité, juste team.thm. Par contre, ici, vous voyez dev.team.thm. Alors ça, je pense que c'est un faux positif, par contre. Et ça, vous voyez aussi, c'est le même résultat. Vous voyez, à la taille de réponse, c'est la même réponse. Donc, on voit qu'on a une autre virtuelle dev.team.thm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans le fichier host, etc host. Pardon, faut taper le mot de passe. Et on va rajouter ici dev.team.thm. On enregistre, on quitte, clear. Je vais effacer ça. On va rajouter dev.team.thm. Qu'est-ce qu'on trouve? Le site est en construction. Ok, on a quelque chose qui nous redirige vers teamshare.php. Est-ce qu'on a une LFI? Local File Inclusion. Alors attendez. Je vais essayer déjà de faire /etc/passwd. Est-ce que ça fonctionne ça ou pas? Ça fonctionne, d'accord. Ok, c'est aussi bête que ça, on n'a même pas de filtre ou quoi à bypass, non, que dalle, bon, ok. Bon, il y a une LFI très basique ici, il n'y a aucun filtre à bypass, il n'y a rien, c'est une LFI très basique, hein, la plus basique qu'il y a, je pense. En fait, une LFI, Local File Inclusion, ça signifie qu'on peut inclure un fichier de la machine cible, du coup, dans notre page ici, alors que c'est un fichier qui n'est pas censé être accessible sur le site normalement. On a un nom d'utilisateur ici, on a un nom d'utilisateur pour le FTP, FTP User, ok. Alors on va voir, je vais voir s'il n'y a pas dans les répertoires des utilisateurs, s'il n'y a pas justement. Au pire, je peux peut-être brute force le FTP. Bon, j'ai plusieurs idées en fait qui me viennent en tête. Je vais déjà vérifier s'il y a une clé privée SSH dans le répertoire de Gilles. ID RSA. Il n'y a pas visiblement. Il y avait quoi comme autre utilisateur? Il y a Dale.
Alors on va essayer avec Dale. Pas de clé privée SSH, ok. Le FTP user, je pense pas qu'il en ait une non plus. Alors ce que j'ai comme idée là, ce serait, on va essayer de brute force le FTP avec du coup le nom d'utilisateur FTP user -p majuscule usr share wordlist rockview.txt. Ah pardon, j'ai fait la même erreur, c'est -l. -l, donc 10.10.163.186 FTP. En fait, j'utilise le login FTP user tout simplement parce que dans le fichier etc passwd, ici en fait on a tous les noms d'utilisateurs qui existent sur la machine et on voit ici qu'on a un nom d'utilisateur FTP user. Ouais, on a 3 utilisateurs intéressants, on a Gilles, Dale et FTP user. Les autres c'est des utilisateurs utilisés par des services, etc. On s'en fiche un peu. Je vais arrêter ce brute force là, du coup je pense qu'il sert à rien. Je vais essayer de me connecter en FTP pendant que le brute force tourne. Je vais essayer juste à la main de mettre FTP user et FTP user. Un mot de passe aussi, non? Non, ok. Ça coûtait rien d'essayer. Alors attendez, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on peut accéder au log de Apache? Apache2 /access.log. Est-ce qu'on a accès au log d'Apache? Si oui... Ah ben non, dommage. Parce que si c'était le cas, on aurait pu avoir une RCE très facilement. Ah, alors quand on va ici dans le fichier de configuration du serveur SSH, donc c'est localisé dans /etc/ssh/sshd-config, excusez-moi, on a ce qui ressemble à ce qui est une clé privée. Alors par contre, il va falloir la remettre en forme pour qu'elle soit fonctionnelle, je pense, si on veut l'utiliser. Et on voit qu'elle correspond au nom d'utilisateur Dale, visiblement. Alors ça, normalement, c'est pas censé être dans le fichier de config. Hein. Bref, bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette clé privée, SSH. Ok, on va la copier. Je vais arrêter le brute force, ça sert à rien. Je vais enregistrer cette clé privée ici et il va falloir que je la remette en forme. Donc je vous reprends dès que c'est terminé. Faut juste enlever les hashtags et remettre à la ligne en fait. Faut faire ça à chaque fois, c'est assez chiant mais bon. Ok, c'est bon, j'enregistre. C'était bon, ça m'a pris presque une minute. Bon, bref. En fait sinon la clé privée sera pas reconnue en fait. Bref, du coup, je vais changer les permissions, chmod, 600, je vais changer les permissions de la clé privée, sinon elle va pas fonctionner. Maintenant, je vais faire /shdale @10.10.163.186 -i idrsa, yes, et la clé privée n'avait même pas de passphrase, donc on est connecté en SSH en tant que Dale. Je vais faire un clear, ls-la, on doit avoir le flag user, ouais c'est ça, on a le flag user, je vais le récupérer, copier, je vais le coller ici, voilà. Donc maintenant on va essayer d'élever nos privilèges. Alors on a des droits sudo déjà, on peut exécuter en tant que Gilles, sans mot de passe, le fichier suivant. Donc on va voir déjà qu'est-ce que c'est que ce fichier. C'est un script shell, ok. Est-ce qu'on a les droits d'écriture dessus? Non. Par contre non, est-ce qu'on a parti en groupe on a parti en groupe editor. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut changer les permissions d'écriture dessus? Je vais voir ce que fait ce fichier. Alors qu'est-ce qu'il fait ce fichier? Il faut entrer le nom de la personne dont on veut backup les données, ok. En fait le script ici va nous demander d'entrer quelque chose. Enfin il va nous afficher ça dans la console. Et ce qu'on va rentrer après, ça va se mettre dans cette variable. Et après, cette ligne en fait elle va exécuter tout simplement la commande qui est dans la variable error. C'est un peu bizarre mais bon. Donc on va sudo -u Gilles admin checks. Du coup on va juste la personne test on va mettre, on s'en fiche. Et là on va mettre /bin/bash. Donc là si je fais who am I, on a un shell en tant que Gilles. Tout bêtement. ID. Voilà. cd/home/Gilles s-la. Est-ce qu'on a un fichier, on a un répertoire.ssh. Est-ce qu'on a une clé privée dedans? Non. Par contre, vous savez ce qu'on va faire? Je vais simplement créer une clé privée et une clé publique et je vais mettre ma clé publique ici. Comme ça, je me connecterai en SSH en tant que Gilles. On aura un shell beaucoup plus beau et pratique. Du coup, je vais faire ssh-keygen-f idrsa-Gilles. Je veux pas de passphrase, voilà. Je vais juste copier la clé publique, enfin je vais la déplacer plutôt mv.pub et je vais la renommer authorized keys, voilà. Maintenant je l'ai ici. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un serveur web, mince, excusez-moi. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un serveur web, python 3-m http.server 8080. Ici je vais télécharger la clé publique du coup, sur mon serveur web que j'héberge sur ma machine, 10.14.22.60.2.80/authorized-keys. Alors est-ce qu'on a bien, on a bien le fichier ici qui a été créé. Maintenant, est-ce qu'on peut se connecter en SSH avec la clé privée
Donc SSH Gilles, arrobase 10.10.163.186-i, IDRSA, Gilles. Et on est connecté en SSH en tant que Gilles. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, CTRL-C, exit, exit, ok. Donc maintenant, alors déjà on appartient à quel groupe? On appartient au groupe Editors, ok. Au groupe admin. Est-ce qu'on a des droits sudo en plus? On n'a pas le mot de passe de Gilles, bon, ça c'est dommage. On a un historique bash, on va voir ce qu'il y a dans l'historique bash. On a un historique bash, admin stuff, il y aura un répertoire admin stuff quelque part, je sais pas où. Il y aurait peut-être quelque chose dans la cron tab, ok. On a un fichier de backup ici, ok, sur lequel on aurait peut-être les droits d'écriture, puisque l'utilisateur qu'on utilise là a fait nano dfbackup.sh. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors déjà attendez, est-ce qu'on a les droits d'écriture là-dessus? On a les droits d'écriture sur ce fichier. On a les droits d'écriture dessus, puisqu'on fait partie du groupe admin, et vous voyez que le groupe admin a le droit de lecture, d'écriture et d'exécution. Est-ce qu'il y a une tâche cron qui exécute ce fichier de backup? Cron tab, s-la/etc/cron.d peut-être? Alors pour vérifier ça, on va aller dans le répertoire TMP, on va télécharger un fichier qui s'appelle pspy64, document tools, énumération Linux. Pourquoi j'ai des fichiers en double, je sais pas. Et on va ouvrir un serveur web ici, 8080, et on va télécharger du coup le fichier pspy64, 8080/pspy64, hop, voilà. On va le rendre exécutable, et on va l'exécuter tout bêtement. Et en fait, il va nous dire tous les programmes qui s'exécutent en arrière-plan en fait. Donc faut attendre là, et on verra qu'est-ce qui s'exécute, et on verra s'il y a bel et bien, vous voyez déjà Apache. Sbin init, voilà. On va voir si s'il y a un fichier de backup qui s'exécute, et puis voilà. Alors déjà on a ce fichier qui s'exécute automatiquement en fait. Et on a le fichier devbackup.sh qui s'exécute aussi automatiquement. Par contre le fichier main backup, je sais pas s'il s'est exécuté, tiens. Bon, je vais fermer ça. Je vais juste voir, est-ce qu'on a les droits d'écriture là-dessus peut-être. ls-la, on n'a pas le droit d'écriture. Et qu'est-ce que fait ce fichier? Il copie tout ce qu'il y a là, ok. Et ce fichier là, tiens, ls-la, est-ce qu'on a le droit d'écriture dessus? Non. Et qu'est-ce qu'il fait ce fichier? Ah, il exécute, ok, il exécute la backup principale, ok. Alors ça s'affichait pas ici, mais visiblement il exécute le fichier main backup. Donc ouais, en fait, le fichier main backup et même si on le voit pas dans la cron tab d'ailleurs, je sais pas où c'est défini ça, mais en tout cas ce fichier là s'exécute automatiquement toutes les 1 minute, j'imagine. Donc on va tout simplement l'éditer ce fichier, et on va y mettre un reverse shell, hein, tout simplement. On va y mettre un reverse shell. Donc je vais aller sur revshells.com. Ici je renseigne mon adresse IP, le port 4242, et on va prendre un reverse shell en Python 3. Voilà, parce que ça je sais que j'ai jamais de soucis avec, copier. Sauf quand il n'y a pas Python 3 du coup. J'enregistre, je quitte, et donc maintenant je vais mettre sur écoute sur le port 4242, et on va attendre de recevoir un shell. Enfin un reverse shell précisément. Et j'ai un shell en tant que root. On va vérifier who am I. Voilà, je suis bien root. Je suis bien root, donc on va récupérer le flag root. Cat root.txt. Voilà, on a le flag root. Copier, je vais faire un clear. Ah non, c'est vrai que je peux pas, j'ai pas un shell stabilisé. Bon, on s'en fout, je quitte le shell. Je vais renseigner ici le flag root. Hop, submit. Et on a terminé ce CTF de difficulté facile. Alors pour ce qui est de la phase d'énumération, j'ai bloqué par rapport à d'habitude. Alors peut-être qu'il y avait un moyen de le savoir quelque part, qu'il fallait renseigner le nom de domaine team.thm. Moi je l'ai deviné comme ça parce que je sais que souvent dans les CTF il y a ça, mais là je sais pas d'où on aurait pu le savoir en fait. Peut-être que j'ai loupé quelque chose qui nous montrait bien qu'il fallait renseigner ce nom de domaine là, mais voilà. Sinon après, mis à part ça, ouais, c'était pas trop compliqué. Donc on a énuméré les services et les ports ouverts comme d'habitude avec Nmap, hein. On a fait de l'énumération web avec GoBuster. Et on a énuméré aussi les hôtes virtuels. Du coup on a trouvé une hôte virtuelle dev.team.thm dans laquelle en fait il y avait une LFI, une local file inclusion. On a pu comme ça inclure le fichier de config SSH, donc qui contenait une clé privée. Normalement il n'y a pas de clé privée dans ce fichier, mais bon, là il se trouve qu'il y avait, voilà. Donc voilà, donc on a pu se connecter en SSH, ensuite on a élevé nos privilèges avec nos droits sudo. On pouvait exécuter un script en tant que Gilles dans lequel on pouvait injecter une commande. Ensuite on a eu un shell en tant que Gilles, et ensuite on a pu du coup injecter un reverse shell dans un fichier de backup qui s'exécutait automatiquement en tant que root, et on a eu un shell en tant que root, voilà. Donc ouais, ça change pas non plus trop d'autres CTF qu'on avait fait, hein. On a eu beaucoup ça, il me semble, d'injecter un reverse shell dans
dans un script de backup. C'est un truc assez classique, j'ai l'impression. Donc c'était plutôt pas mal. Alors pour un débutant c'est bien. Le truc c'est que ouais, il faut le deviner quoi, le team.thm. Il y en a, ils font toujours ça par habitude, même quand c'est pas précisé. Alors moi j'y pense pas forcément quand c'est pas précisé ou quand on n'a pas de. Quand on n'a aucun moyen, rien qui nous indique qu'il y a tel ou tel domaine. En général, moi je précise pas de nom de domaine dans mon fichier host. Là a priori il fallait, donc voilà. Mais sinon à part ça, ouais, c'est pas mal. L'élévation de privilèges était pas ultra compliquée, honnêtement. J'espère que ça vous aura plu aussi. Désolé si la vidéo était peut-être un peu moins dynamique que d'habitude, ou voilà, parce que je vous dis honnêtement, je suis à littéralement à l'ouest, hein, je suis à 2 de tension, mon cerveau fonctionne à moitié là, mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vais essayer quand même de vous sortir les vidéos à temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, que ce soit des vidéos CTF ou des vidéos gaming, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.